Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup de votre présence si nombreuse ce soir. Merci en particulier à Monsieur le maire et l'équipe municipale pour son invitation ce soir. Je m'appelle donc François Gemel, je suis chercheur universitaire, je travaille essentiellement à Sciences Po à Paris et à l'Université de Liège en Belgique, et je travaille sur ce qu'on appelle la gouvernance des flux migratoires dans le monde. En d'autres termes, quelles sont les grandes dynamiques dans le monde qui poussent les gens à migrer et comment est-ce qu'on gère ces flux migratoires un peu partout dans le monde. Alors, mon propos aujourd'hui n'a pas directement pour but de parler du centre d'accueil, et ça c'est une question que France Terre d'Asile va présenter après mon intervention, mais plutôt de remettre les choses dans un contexte international et donc d'expliquer un peu qui sont ces gens qui migrent, pourquoi est-ce qu'ils migrent, pourquoi est-ce que certains ont besoin d'une protection particulière, et au fond, qui sont ces demandeurs d'asile que vous allez prochainement accueillir ici à Avranches. Je pense qu'il faut sans doute commencer par rappeler quelques chiffres, ou plutôt quelques grands agrégats. Dans le monde, il y a à peu près une personne sur 7 qui est un migrant. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 1 milliard de personnes qui n'habitent pas à l'endroit où elles sont nées. C'est mon cas à moi, j'habite à Paris, je ne suis pas né à Paris. J'imagine que c'est le cas de plusieurs d'entre vous dans l'assistance qui avaient choisi d'habiter à Avranches pour diverses raisons, parce que c'était joli, parce que vous avez épousé un Afranchinois ou une Afranchinoise, mais vous n'êtes pas né à... Un Afranchinais, pardon. Un Afranchinais, Afranchinaise, pardon. C'est donc le cas d'une personne sur 7 dans le monde. Tous et toutes, bien entendu, ne sont pas dans la même situation et surtout ne migrent pas pour les mêmes raisons. L'essentiel des personnes qui migrent dans le monde migrent à l'intérieur de leur propre pays. Ce sont des migrations dont on ne parle absolument jamais. Mais l'essentiel des migrants dans le monde, ce sont ce qu'on appelle des migrants internes, c'est-à-dire des gens qui ont fait le choix de se déplacer à l'intérieur de leur propre pays et qui parfois ont été forcés de le faire. Alors, soyons clairs, il y a une grande différence ici entre le nord et le sud. Pour ceux d'entre vous qui habitent à Avranches sans y être nés, je suis sûr que vous n'allez pas vous considérer vous-même comme des migrants ou comme des migrantes. Vous direz simplement, on a déménagé. Et quelque part, la manière dont nous allons appeler et désigner les migrants en dit aussi beaucoup sur la manière dont nous les considérons et sur notre relation avec eux. À côté de ces migrants internes, un quart à peu près, quelques 230, 240 millions de gens, ont franchi une frontière et se sont installés dans un pays qui n'est pas leur pays de naissance. Et bien entendu, c'est sur ces migrants internationaux que va porter l'essentiel du débat public, et parfois l'essentiel des peurs et l'essentiel des craintes. Contrairement à ce qu'on imagine souvent, tous ces gens ne viennent pas en Europe ou dans les pays industrialisés. La plupart des migrants internationaux, ce sont des gens qui se déplacent d'un pays du Sud vers un autre pays du Sud. C'est-à-dire que dans ces 230 millions de migrants internationaux, à peu près 35% vont choisir de migrer depuis un pays du Sud vers un autre pays du Sud. À peu près 30% vont choisir de migrer d'un pays du Sud vers un pays du Nord, et généralement, c'est ceux-là qui monopolisent l'attention. Et puis, il reste une partie d'entre eux qui sont ceux qui ont choisi de migrer soit d'un pays du Nord vers un autre pays du Nord, soit, de plus en plus, d'un pays du Nord vers un pays du Sud. Il y a par exemple des choses relativement surprenantes et qu'on n'imagine pas. Par exemple, le plus grand flux migratoire à l'échelle mondiale, c'est la migration des habitants d'Asie du Sud, d'Inde, du Bangladesh, du Pakistan, du Sri Lanka, vers les pays du Golfe. Parce qu'ils vont travailler comme ouvriers à la construction d'immeubles, de stades, souvent dans des conditions assez proches de l'esclavagisme.
il y a aussi de plus en plus de gens qui migrent du nord vers le sud. Sauf que ceux-là, nous ne les appelons pas des immigrés. Nous les appelons des expatriés. Ce qui en dit aussi beaucoup sur la manière dont nous considérons que les uns ne sont pas finalement dans la même situation que les autres. Si vous migrez du nord au sud, vous serez un expatrié. Si vous migrez du sud au nord, vous serez un immigré. Et quelque part, notre vision des migrations internationales, quelque part, se rapporte toujours à nous. Et c'est vrai que nous avons énormément de difficultés, et je dis nous parce que je m'englobe aussi dans ce nous. Nous avons beaucoup de difficultés parfois à sortir de notre propre point de vue pour regarder un peu l'état des choses dans le monde. Mais il y a par exemple aujourd'hui davantage de Portugais qui migrent en Angola que d'Angolais qui migrent au Portugal. Parce que l'Angola se développe rapidement et que pour beaucoup de Portugais qui sont atteints par la crise économique au Portugal, migrer en Angola, c'est une manière d'espérer pouvoir avoir une vie meilleure, c'est une manière d'espérer pouvoir saisir certaines opportunités économiques là-bas. L'essentiel de ces migrants se déplacent parce qu'ils l'ont choisi. C'est-à-dire qu'on va les appeler typiquement des migrants volontaires ou parfois des migrants économiques. Alors on peut se demander s'ils l'ont vraiment choisi. Et parfois vous pouvez être un migrant économique poussé à l'exil par la pauvreté sans l'avoir vraiment choisi, parce que parfois c'est le seul moyen de continuer à faire vivre votre famille ou votre communauté. Très souvent les immigrés qui viennent en Europe vont travailler et vont renvoyer une partie de l'argent qu'ils gagnent à leur famille ou à leur communauté qui est restée au pays. Et très souvent d'ailleurs, ces familles, ces communautés vont investir, vont épargner et économiser pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, pour envoyer un membre de leur famille, généralement un jeune fils, en Europe, avec l'espoir qu'il y trouve un travail et qu'il puisse renvoyer de l'argent à sa famille. Cet argent que les migrants renvoient dans leur famille, dans leur communauté, on appelle ça les remises d'épargne, ça représente au bas mot 350 milliards de dollars chaque année. C'est-à-dire le principal flux d'investissement vers les pays du Sud, devant l'aide publique au développement, devant les investissements privés. Et puis une minorité d'entre eux, et c'est d'eux dont on va principalement parler aujourd'hui, à peu près 10% du total, migrent parce qu'ils sont forcés de le faire, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de migrer pour sauver leur vie, pour se mettre à l'abri. Ce sont des gens qui sont déplacés par des guerres, ce sont des gens qui sont déplacés par des violences, ce sont des gens qui sont déplacés par des persécutions politiques, notamment dans des régimes dictatoriaux, et ce sont des gens de plus en plus qui sont déplacés par des catastrophes naturelles également. L'essentiel de ceux qui vont être forcés de migrer vont migrer à l'intérieur de leur pays. Et vont donc se trouver dans une situation similaire à celle des réfugiés, sauf qu'ils sont coincés en quelque sorte dans leur propre pays. Et seule une minorité va pouvoir franchir une frontière internationale, parce que souvent c'est quelque chose qui mobilise énormément d'argent. Vous aurez sans doute tous entendu dans les médias les sommes exorbitantes que les passeurs demandent aux réfugiés pour leur faire franchir la Méditerranée. Ce sont des sommes que seuls les plus nantis peuvent évidemment se permettre d'investir. Qui, parmi les réfugiés, peut sortir comme ça 3 000, 4 000, 5 000 euros de son compte en banque? Moi, personnellement, si je devais les sortir comme ça, j'aurais des difficultés à faire. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation particulièrement dramatique parce qu'il y a dans le monde à peu près 60 millions de personnes qui sont déplacées par des guerres, des persécutions et des violences. C'est-à-dire que c'est le chiffre le plus haut jamais atteint depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis qu'on a commencé à compter les réfugiés. Il y a un peu moins de 20 millions de personnes qui sont considérées comme des réfugiés, c'est-à-dire qui
se sont rendus dans un autre pays, qui y ont demandé l'asile, et qui ont obtenu de ce pays l'asile, c'est-à-dire qui ont obtenu une protection et le droit de pouvoir rester dans ce pays. Il y en a à peu près 37 ou 38 millions qui sont réfugiés à l'intérieur de leur propre pays. On les appelle des déplacés internes. C'est-à-dire des gens qui, souvent, souhaiteraient pouvoir migrer dans un autre pays et trouver l'asile dans un autre pays, mais n'en ont pas les moyens. Et puis, il y a un peu plus de 2 millions de personnes dans le monde qui sont des demandeurs d'asile et des demandeuses d'asile. C'est-à-dire des personnes qui se sont enfouies de leur pays, qui sont arrivées dans un autre pays et qui y ont déposé une demande de protection et d'asile. Et une personne est donc demandeur ou demandeuse d'asile pendant le temps où sa demande d'asile est examinée par le pays auprès duquel elle a cherché protection. Un réfugié, c'est donc une personne dont la demande d'asile a abouti à un résultat positif. Si le pays n'accorde pas la protection, à ce moment-là, la personne recevra une obligation de quitter le territoire. Certains rentreront effectivement chez eux s'ils le peuvent, d'autres choisiront de rester malgré tout et deviendront alors ce qu'on appelle des sans-papiers, c'est-à-dire qu'ils se trouveront dans une situation d'irrégularité administrative. Le problème en France, c'est que la procédure administrative d'asile, disons-le poliment, ne fonctionne pas très bien. Notamment, le principal problème, c'est le temps que ça prend pour qu'une demande d'asile soit examinée et soit traitée. Ça prend en France au minimum 18 ou 20 mois. La durée moyenne pour le moment du traitement d'une demande d'asile en France tourne autour de 2 ans, et parfois c'est beaucoup plus long. Ce qui veut dire qu'une personne ou une famille va pouvoir rester demandeur ou demandeuse d'asile pendant parfois plusieurs années. Et c'est une situation évidemment un peu d'instabilité où les gens sont en attente, espèrent que leur demande va aboutir, mais craignent bien entendu que leur demande n'aboutisse pas et qu'ils ne puissent pas rester en France, ou en tout cas qu'ils ne puissent pas rester dans des conditions administratives régulières. C'est de ces personnes-là qu'il est question, et c'est ces personnes-là que le centre d'accueil pour demandeurs d'asile va être amené à accueillir. Ce sont ces personnes-là que vous allez accueillir à Avranches très prochainement. D'où viennent-ils? Ils viennent d'un peu partout, de tous les pays qui connaissent des guerres, des situations de violence ou de persécution. C'est-à-dire, bien entendu, de Syrie, mais aussi d'Irak, d'Afghanistan, d'Érythrée, mais aussi il y a des gens qui sont persécutés aux portes de l'Europe, en Albanie ou au Kosovo, des gens qui sont persécutés dans d'anciennes colonies européennes, notamment en République démocratique du Congo. Et donc, ce sont des gens à qui, de surcroît, la procédure est très longue, mais ce sont des gens à qui on va, dans un premier temps, interdire de travailler. Ça, c'est une directive qui date de 1991, qui, au départ, leur interdisait de travailler pendant toute la durée de leur demande d'asile. Le but très sournois de cette directive, c'était d'éviter qu'ils ne puissent s'intégrer. Puisque, bien entendu, le travail, c'est sans doute le vecteur le plus puissant, le plus formidable d'intégration, l'idée, c'était de dire, on ne va pas les laisser travailler, parce que si jamais ils travaillent, ils vont s'intégrer, ils vont se faire des amis, ils vont développer une vie sociale, ils vont rencontrer des gens, et donc s'il faut les expulser au bout du compte, ça va devenir très difficile. C'est par exemple le cas, vous vous souviendrez de l'affaire Leonarda, où c'était des gens qui étaient en France dont la demande d'asile avait duré, je pense, 7 ou 8 ans. Et évidemment, au bout de 7 ou 8 ans, les enfants sont scolarisés, les enfants se font des amis, et il y a tout un réseau social, et donc lorsqu'il faut renvoyer les gens chez eux, c'est des situations qui sont humainement très difficiles.
le gouvernement essaie de réformer le droit d'asile. Et a fait passer une loi qui prévoit que le délai pour le traitement des demandes d'asile devrait être réduit significativement et que l'obligation de travailler ne portera plus que sur les 9 premiers mois. Le but du gouvernement, on n'y est pas encore, c'est de réduire le délai du traitement de la demande d'asile à 9 mois, de manière à ce que tout le monde est d'accord sur ce sujet. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut réduire le délai des demandes d'asile, que c'est beaucoup mieux pour tout le monde, parce que les gens ont une réponse et savent à quoi s'en tenir plus rapidement. Et donc le gouvernement a décidé de maintenir une interdiction de travailler pendant les 9 premiers mois, c'est-à-dire en principe, théoriquement, pendant toute la durée du traitement de leur demande d'asile. On verra ce qu'il en sera. Je vais dire un mot quand même de la Syrie, puisque c'est évidemment aujourd'hui, sur la question syrienne, que se focalise toute l'attention. Et puis je dirai un mot, si vous le souhaitez, de la situation à Calais également, puisque c'est malgré tout pas si loin d'ici. Qu'est-ce qui se passe en Syrie? La Syrie, c'est un pays de 22 millions d'habitants. Il y a, comme vous le savez, depuis 4 ou 5 ans, une guerre terrible et une répression terrible qui est faite avant tout, il faut le rappeler, par le régime de Bachar el-Assad. Le régime de Bachar el-Assad est responsable d'à peu près 85% des morts en Syrie. Daesh est responsable d'à peu près 15% des morts en Syrie. C'est la guerre généralisée dans tout le pays. En Syrie aujourd'hui, à peu près 12 millions de personnes, c'est-à-dire la moitié de la population, plus de la moitié de la population, a fui. L'essentiel de ces 12 millions de personnes, c'est-à-dire 7,5 millions de personnes, est toujours coincé en Syrie. N'a pas réussi à s'extraire de la Syrie. Les plus chanceux, les plus privilégiés, les plus nantis, ceux qui avaient le plus de contacts, ont pu trouver refuge dans un pays voisin. Il y a 4,5 millions de personnes qui aujourd'hui se sont réfugiés soit en Turquie, soit au Liban, soit en Jordanie. Ce sont les 3 pays limitrophes qui accueillent aujourd'hui l'essentiel des réfugiés syriens. La Turquie, à elle seule, en accueille plus de 2 millions. C'est aujourd'hui le pays qui accueille le plus de réfugiés. Le Liban en accueille plus d'1 million, c'est-à-dire qu'aujourd'hui au Liban, une personne sur 4 est un réfugié. C'est comme si en France, il y avait 15 millions de réfugiés. Et la Jordanie, qui est un autre petit pays, en accueille quelque chose autour de 800, 850. Les Syriens qui sont là-bas voient que d'une part la situation en Syrie continue de se dégrader, que la situation continue de faire rage. Mais par contre ils sont logés en Turquie, au Liban et en Jordanie dans des conditions relativement infâmes. Ce n'est pas pour pointer du doigt la Turquie ou le Liban ou la Jordanie qui sont des pays qui font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens, mais ce sont des gens qui sont soit dans des camps, soit qui vivent un peu, je dirais forcément en marge de la société, dans des situations de grande pauvreté et de grande marginalisation. Et qui sont aussi, pour une partie, des familles avec enfants. Et qui donc se disent, il faut absolument que nous allions en Europe, parce que nous ne pouvons pas rester ici. Nous n'allons pas pouvoir retourner en Syrie prochainement, et nous ne pouvons pas continuer à rester ici. Notre vie est foutue si nous restons ici. Nous mettons nos enfants en grand danger si nous restons ici. Et c'est comme ça que certains, parce qu'ils n'ont que cette issue possible, que ce choix-là possible, vont tenter cette périlleuse traversée de la mer Méditerranée. Ils vont devoir faire appel à des passeurs pour cela, qui sont, vous le savez, de plus en plus des réseaux criminels qui vont exploiter la détresse des réfugiés. Ils vont leur payer des milliers d'euros, souvent, pour une traversée qui va, dans certains cas, se solder par le naufrage de l'embarcation et par la mort de ses occupants. Il faut se rendre compte que depuis 2000, à peu près 35 000 personnes sont mortes, noyées dans la mer Méditerranée. Ça fait de l'Europe la destination la plus dangereuse du monde
pour les migrants et pour les réfugiés. C'est en migrant vers l'Europe que les gens meurent le plus. Et c'est évidemment une situation qui est insupportable pour beaucoup, cette idée que des gens se noient, que des gens meurent et trouvent la mort parce qu'ils cherchent l'Europe. Et ce nombre est encore largement sous-estimé. Parlez à n'importe qui travaille sur les bateaux, qui font les opérations de secours, à Médecins du Monde, Médecins sans frontières, même Greenpeace maintenant envoie des bateaux pour secourir les réfugiés, et vous disent, vous savez, ces 35 000, ce sont les corps qu'on a retrouvés. Ce sont les gens qui se sont échoués sur les plages. Il y a à côté de ces 35 000, tous ceux qui ont coulé à pic et qu'on n'a jamais retrouvés. Et c'est ainsi que l'Europe, l'an dernier, a accueilli un peu plus d'1 million de personnes, des Syriens, mais aussi des Irakiens, des Érythréens, des Afghans, qui tous ont tenté le coup de cette traversée, qui tous l'ont tenté parce qu'ils le voyaient l'Europe comme la seule issue pour eux d'une vie meilleure. Et s'ils l'ont fait, s'ils ont embarqué sur ces bateaux, c'est avant tout parce qu'ils ne pouvaient pas venir en avion. Avant tout parce que les frontières extérieures de l'Union européenne sont, contrairement à ce qu'on dit souvent, sont des frontières très hermétiques et très fermées. C'est-à-dire que si vous voulez venir en avion, la compagnie aérienne ne va pas vous laisser embarquer. Parce que pour venir en Europe, vous aurez besoin d'un visa, et que ce visa, il ne vous sera pas délivré. C'est pour ça que les gens viennent en bateau. Tous, bien entendu, préféreraient venir en avion, parce que d'abord, ils seraient sûrs d'arriver en vie, parce que ça leur coûterait beaucoup moins cher, parce qu'ils pourraient arriver directement là où ils le souhaitent, plutôt que de devoir passer par la Grèce, puis par la Hongrie, et de devoir marcher pendant des kilomètres et des kilomètres, et parce qu'ils ne prendraient pas ces risques insensés. Ça serait mieux aussi, bien entendu, pour l'Union européenne, qui aujourd'hui se trouve complètement dépassée, parce qu'elle est incapable de fournir une réponse politique à ce problème. Et donc, en quelque sorte, ce sont les passeurs qui aujourd'hui font la politique migratoire de l'Union européenne en décidant qui arrive, qui monte dans les bateaux et où ils arrivent. Et les passeurs envoient les gens dans des zones qui n'ont pas du tout les moyens de les accueillir ni de les recevoir. Ils les envoient à Lampedusa, les envoient à la frontière hongroise ou, comme on l'a vu plus récemment, sur de petites îles grecques qui forcément se trouvent complètement dépassées par la situation. Parce que c'est une situation que l'Europe a laissé s'installer, a laissé pourrir. De la même manière que la France et l'Angleterre laissent aujourd'hui pourrir la situation à Calais, où les gens vivent dans des conditions absolument innommables. Ce sont des gens qui viennent de parcours divers, qui ne sont pas tous demandeurs d'asile, certains sont des migrants économiques. Ce sont des gens qui veulent migrer vers l'Angleterre. Et qui donc sont prêts à tout aussi, y compris à vivre dans ces conditions pendant plusieurs mois et plusieurs années, dans l'espoir qu'un jour, ils pourront franchir la Manche et arriver en Angleterre pour y rejoindre leur famille ou pour y trouver un travail ou un logement, parce qu'ils sont convaincus qu'ils auront une vie meilleure en Angleterre que celle qu'ils peuvent espérer en France. Et c'est, je dirais, une des grandes interrogations, une des grandes questions aujourd'hui, c'est que relativement peu de migrants et de demandeurs d'asile choisissent la France comme pays de destination. Il faut se rendre compte qu'à l'échelle européenne, la France accueille beaucoup moins de migrants et de demandeurs d'asile que ses voisins. Si je prends le seul cas de la Belgique dont je viens, voilà, la France, en 2015, a reçu à peu près 60-65 000 demandes d'asile. La Belgique, pour la même période, en a reçu 40 000. Et donc, la France, aujourd'hui, n'est plus un pays considéré comme très attractif par les migrants et par les réfugiés,
parce qu'ils ne pensent pas qu'ils auront une vie en France qui sera aussi agréable que celle qu'ils pensent pouvoir avoir en Allemagne ou en Suède, bien entendu, mais aussi en Angleterre. Et donc, en réalité, même si la question des migrations fait débat, est devenue un sujet de préoccupation politique extraordinairement important, le nombre de migrants et de demandeurs d'asile que la France reçoit chaque année est relativement faible en comparaison de ses voisins européens. Chaque année, la France délivre environ 200 000 titres de séjour à des étrangers. C'est-à-dire que la France accueille chaque année à peu près 200 000 nouveaux arrivants extra-européens. Dans le même temps, chaque année, à peu près 150 000 Français quittent la France pour migrer ailleurs. Ce qui veut dire que la France s'enrichit de 50 000 nouvelles personnes chaque année. Et malgré tout, je dirais qu'un des gros problèmes que nous avons, c'est que le débat public sur cette question reste profondément pénétré de malentendus, de préjugés, parfois de mensonges qui sont sciemment colportés par une certaine presse ou par certains hommes politiques et aussi certaines femmes politiques d'ailleurs, simplement comme s'il était devenu impossible de discuter rationnellement de cette question. De nous dire, voilà la situation des flux migratoires dans le monde, que pouvons-nous faire et comment peut-on essayer de gérer cela ensemble pour que ça soit à la fois, bien entendu, dans l'intérêt des personnes qui arrivent et qui cherchent asile et protection, mais aussi pour que ça se passe au mieux dans la société et dans le pays d'accueil. Et moi, je suis frappé de voir comme on est dans une situation extraordinairement tendue et polarisée aujourd'hui, où on cherche à dresser les gens les uns contre les autres, et c'est évidemment la meilleure manière pour que ça se passe mal, pour que les gens qui arrivent ne se sentent pas intégrés, ne se sentent pas accueillis, et donc développent parfois des sentiments de rejet par rapport à un pays dont ils avaient tant espéré et qui leur apporte que des conditions de vie misérables, et des conditions de rejet aussi de la part de la société d'accueil, simplement parce que ces personnes vont rester considérées comme des étrangers, comme des gens auxquels, en quelque sorte, nous faisons en quelque sorte la charité de les accueillir chez nous, mais qui, au fond, n'ont pas vraiment à y être. Et je suis frappé de voir comme il y a toujours cette permanence dans le débat public de cette question du nous et du eux. Et comme les personnes qui arrivent, qu'elles soient des migrants économiques, des demandeurs d'asile ou d'autres, restent souvent réduites à leurs conditions d'étrangers et à leur origine ethnique. On va dire c'est des étrangers, c'est des Syriens, c'est des musulmans. Alors qu'en réalité, ces gens sont aussi des gens comme vous et moi. Et très souvent, on va avoir un discours qui me semble très problématique, où l'on va soit mettre en exergue des faits divers aussi dramatiques et sordides qu'ils soient, par exemple la question des agressions sexuelles et des viols à Cologne, c'est une question qu'il ne faut pas éluder en disant « ce sont les étrangers qui nous amènent ça », et à l'inverse, on va mettre en lumière des histoires à succès, on va dire Steve Jobs, qui a révolutionné l'informatique et créé Apple, c'était un réfugié syrien. Albert Einstein était lui aussi un réfugié, donc les réfugiés sont aussi des gens exceptionnels. Ce ne sont ni des gens exceptionnels, ni des salauds. Ce sont des gens comme vous et moi. Et je pense que, alors que vous allez en accueillir 90, vous devez vous dire que vous allez accueillir une partie de vous-même. Et que ça va être des gens comme vous qui vont vous ressembler. Que vous allez nouer des liens d'amitié avec certains d'entre eux, et qu'il y en a d'autres que vous n'allez pas aimer du tout. Il y en a que vous allez trouver très sympathiques, et d'autres que vous allez trouver très antipathiques. Ces demandeurs d'asile que vous allez accueillir sont à l'image de la société. Ce sont des gens comme vous et moi, et ça c'est quelque chose de fondamentalement important, de comprendre que c'est une partie quelque part de nous-mêmes. Parmi eux, il y aura des gens extraordinairement intelligents et brillants, qui potentiellement vont révolutionner l'informatique ou la physique. Il y a aussi, c'est possible, des gens
dégueulasse. Il y aura même peut-être des gens d'entre eux, des gens parmi eux qui seront racistes. Parce qu'ils sont à l'image aussi de la société qui les accueille. Et donc on ne peut pas vous garantir qu'il n'y aura pas des problèmes de délinquance ou des problèmes de l'arson ou de vol, comme il y en a dans n'importe quelle société. Il y aura aussi des gens exceptionnels parmi eux. Et je pense que c'est très très important, en accueillant des demandeurs d'asile, de considérer que vous accueillez une partie de vous-même. Et je suis frappé de voir comme, en réalité, il y a beaucoup des peurs et des craintes, et qui sont évidemment extraordinairement légitimes par rapport aux étrangers, qui tiennent de la méconnaissance des étrangers ou de certains fantasmes et idées reçues qu'on va projeter sur eux. Je vous montre simplement ce graphique. En 2014, les Suisses, et vous savez que les Suisses fonctionnent beaucoup par référendum, ils appellent des votations, où à peu près tous les 15 jours, les Suisses sont consultés sur tel ou tel sujet. Et donc en février 2014, il y a à peu près 2 ans, les Suisses ont été consultés pour savoir si, en gros, le gouvernement devait arrêter l'immigration en Suisse ou réduire drastiquement l'immigration en Suisse, ou si ça pouvait rester en l'état. Et vous voyez ici comment ont voté les différents cantons suisses. Vous avez au milieu la moyenne des étrangers parmi la population, et donc les cantons qui sont dans le haut de l'écran sont des cantons qui accueillent plus d'étrangers que la moyenne suisse. Les cantons qui sont dans le bas du tableau sont des cantons qui accueillent moins d'étrangers que la moyenne suisse. Et qu'est-ce qu'on constate? Que c'est dans les cantons où il y a le plus d'étrangers qu'on était le plus favorable à l'immigration. Et à l'inverse, c'est dans les cantons où il y a le moins d'étrangers qu'on était le plus opposé à l'immigration. Simplement parce que les gens, quand ils ne sont pas en contact avec des étrangers, continuent à nourrir des peurs sur les étrangers. Et ce qui est très frappant, c'est qu'en réalité, plus vous allez être en contact avec ces étrangers, plus vous allez vraisemblablement trouver que ce sont, au fond, des gens comme nous. Et je dis souvent que le pire raciste ou la pire raciste, c'est souvent celui qui n'a jamais rencontré un étranger. Parce que c'est sur cette personne-là qu'il ou elle va projeter toute une série de peurs et parfois toute une série de rancœurs par rapport à ses situations personnelles. Et dans le racisme, il y a parfois beaucoup de choses qui proviennent d'un sentiment d'injustice par rapport à ces situations personnelles. Des situations de marginalisation sociale, des situations de chômage, des choses qui vont être vécues comme une injustice par rapport à soi-même. Et c'est certainement une injustice par rapport à soi-même, mais de cette injustice va naître une rancœur qu'on va projeter sur les étrangers. Et donc on va entendre des choses comme « Comment se fait-il qu'on va mettre des places d'accueil pour les étrangers alors que je n'ai pas droit moi-même à un logement décent? Alors qu'il y a autant de SDF ?» Comme si finalement, il s'agissait de donner à Paul ou de prendre à Jean pour donner à Paul. Alors qu'en réalité, ce sont deux injustices de nature différente et que l'une n'est pas directement liée à l'autre. Mais il faut pouvoir comprendre que aussi derrière le racisme, il y a souvent ce sentiment d'injustice par rapport à une situation personnelle. Et donc, voilà, peut-être pour conclure cette sorte de grand passage en revue, simplement pour dire que dans les 200 000 titres de séjour que la France délivre à des étrangers chaque année, elle en délivre à peu près 10% à des personnes qui fuient des guerres et des persécutions, c'est-à-dire à des gens qui cherchent protection, qui viennent frapper à la porte de la France en disant « Nous souhaiterions que vous nous protégiez et que vous nous considériez comme faisant partie de votre nation. » Le taux de succès reste relativement faible en France. C'est un des taux les plus faibles d'Europe jusqu'à il y a quelques années. Les demandeurs d'asile n'avaient qu'une chance sur 5 ou une chance sur 4 d'obtenir l'asile en France. C'est-à-dire que la plupart étaient déboutés, à la plupart on disait non. Ces dernières années,
notamment parce qu'il y a un nouveau directeur à l'Office français qui s'occupe de gérer les demandes d'asile, et parce qu'il y a ces crises en Syrie qui sont particulièrement violentes, ce taux est un peu remonté maintenant autour de 30%. Ça reste extraordinairement faible. Il y a eu une époque pas si lointaine où on acceptait 80% des demandes d'asile. Aujourd'hui, on n'en accepte plus que 3 sur 10. Ce qui veut dire que parmi ces demandeurs d'asile que vous allez accueillir, il y en a aussi beaucoup, statistiquement 7 sur 10, qui vont se voir opposer un refus, en fin de compte. Et qui donc seront dans l'obligation de rentrer chez elles, sauf que ça ne sera pas toujours possible. Parce que parfois leur pays sera un pays en guerre, ou parce qu'elles risqueront leur vie si elles retournent dans leur pays, ou simplement parfois parce qu'elles auront trouvé un travail, que potentiellement elles se seront peut-être mariées, ou auront scolarisé leurs enfants, auront développé tout un réseau d'amis, et se diront que leur vie, si elles rentrent chez elles, sera une vie misérable par rapport à la vie qu'elles ont en France. Et ces personnes deviendront donc, à ce moment-là, comme je l'ai dit, des personnes sans papier en situation irrégulière, et donc des personnes aussi en situation de grande précarité. Voilà, je vais conclure ici, pour ne pas parler trop longtemps et pour laisser surtout beaucoup de place aux questions que vous pourrez vous poser, et n'hésitez surtout pas à exprimer vos craintes et vos peurs, et j'essaierai d'y répondre de la façon la plus claire possible. Je voulais simplement vous dire que voilà, vous allez faire quelque chose qui sans doute va changer un peu l'approche. Qui va effectivement, voilà, c'est pas énorme, 90 personnes, mais voilà, c'est des personnes sans doute que vous allez parfois remarquer, qui vont devenir clients de vos magasins, si vous tenez un magasin. Si vous êtes médecin, qui vont devenir vos patients, qui vont devenir des copains d'école de vos enfants. Dites-vous que vous accueillez une partie de vous-même. Et je pense que c'est la meilleure manière de faire en sorte que ça se passe bien. Et pour eux, et pour vous, c'est de les considérer comme une partie de vous-même. Merci.